Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours sur les prélèvements et la transplantation d'organes humains, cours qui fait partie du module de droit médical de la sixième année médecine. On peut parler de prélèvement et transplantation ou bien on peut parler de dons ou greffe d'organes. Alors, une petite introduction. La transplantation d'organes et de tissus humains est une grande conquête de la médecine. C'est une évolution extraordinaire. Le fait de remplacer un organe humain défectué par un autre est extraordinaire pour les patients. Ça a révolutionné la médecine. Et puis la première tentative fut réalisée en 1906 par un médecin français. Bien sûr, il y a eu plusieurs tentatives. Les premières véritables transplantations remontent au début des années 1950 par des transplantations rénales et en 1968 par des transplantations cardiaques. Bien sûr, vous pouvez chercher sur des livres ou bien sur Internet l'évolution de la transplantation d'organes humains. Les organes susceptibles d'être transplantés sont en général le cœur, le foie et les reins. Les transplantations de poumons et de pancréas sont beaucoup plus rares. Quel est le grand problème de la transplantation? C'est bien sûr la disponibilité. On ne peut pas avoir facilement un cœur ou un rein. Il faut généralement se mettre sur une liste d'attente. Le malade attend des mois, des années, parfois il peut même mourir avant de recevoir son organe. Et puis les critères de choix sont liés à l'urgence. Quand l'état du patient est très critique, on va bien sûr essayer de lui trouver un organe le plus rapidement possible. Alors, en Algérie, il y a eu plusieurs lois qui ont été modifiées et complétées. On commence par la loi 85-05, c'est les lois relatives à la santé, une loi sanitaire, du 16-2-05-2005, modifiée et complétée par la loi 97 du 31 juillet 90, et modifiée elle-même, complétée par la loi 1811 du 2 juillet 2018, dernière loi en date. Alors, les principes généraux des transplantations d'organes. Donc là, il faut savoir que pour schématiser et pour bien comprendre qu'on a deux parties. D'un côté, le donneur et de l'autre côté, le receveur. Le donneur va donner un organe au receveur dont il a besoin, bien sûr. Puis, il y a des lois qui régissent ce don d'organes. Premièrement, pour le donneur, on va parler de l'article 359 et 361 relatif à la loi de protection et promotion sanitaire. Bien sûr, c'est la nouvelle loi de juillet 2018. Le prélèvement n'est autorisé sur personne vivante que s'il ne met pas sa vie en danger. Bien sûr, on ne va pas enlever le cœur d'une personne vivante, ça va la tuer. On ne peut pas enlever un rein à une personne qui en a un seul. Voilà, donc, sinon, si ce prélèvement va mettre en danger la vie de la personne vivante, donc il n'est pas autorisé. D'accord, bien sûr, on parle d'un donneur vivant. Ensuite, le consentement du donneur doit être écrit en présence de deux témoins et déposé auprès du directeur de l'établissement et du médecin-chef de service. Le consentement, on l'a vu dans le cours du contrat médical, doit être éclairé, il doit être libre, c'est-à-dire un consentement sans contrainte. On ne va pas obliger quelqu'un à donner son rein ou à donner son sang, par exemple. Et puis, il doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit lui expliquer, on doit être en mesure d'informer le donneur sur tous les risques liés à l'intervention chirurgicale elle-même, aux complications post-opératoires. Tout ça doit être expliqué au donneur et le donneur doit signer le consentement écrit avec témoins, etc. Le consentement ne peut être obtenu qu'après avoir expliqué les risques et les inconvénients liés au prélèvement. Bien sûr, on doit informer le patient. L'information est capitale. Les prélèvements sont interdits sur mineurs, une personne privée de discernement ou une personne atteinte de maladies pouvant affecter la santé du receveur. Alors, interdit sur mineurs. On ne va pas enlever un rein à un mineur. Personne privée de discernement, c'est-à-dire on parle d'incapable majeur.
ou bien personne atteinte de maladies pouvant affecter la santé du receveur, une maladie liée au sang ou transmissible, par exemple hépatite C, etc. Sida. Donc ça va affecter la santé du receveur, il va le contaminer. Donc là, dans ces cas-là, les prélèvements sont interdits. Alors, donc on a parlé du donneur, là on va parler du receveur. Il y a les articles 355 jusqu'à article 358 relatifs à la loi de protection et promotion sanitaire. Le prélèvement et transplantation de tissus ou d'organes humains n'est autorisé qu'à des fins thérapeutiques ou de diagnostic et ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction financière. Alors, pour autoriser cette transplantation, prélever et puis greffer ou transplanter des tissus ou des organes humains ne sont autorisés qu'à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire pour traiter le patient et non autre chose, ou bien de diagnostic. On va enlever un tissu et faire l'étude anatomopathologique par exemple, et ne peut faire l'objet d'aucune transaction. Ça veut dire que le prélèvement est gratuit. C'est pour ça qu'on parle de don d'organes. Donner un organe et non pas vendre ou acheter un organe. Faisant partie de l'acte médical, on l'a dit, ne peuvent bénéficier d'aucune transaction financière. Ce n'est pas du commerce, on ne vend pas et on n'achète pas un organe. La transplantation est pratiquée si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l'intégrité physique du receveur. C'est-à-dire, là, le médecin a tout essayé. D'accord ? Il a mis tous les moyens en œuvre pour essayer d'obtenir la guérison, de soigner son patient. Et malheureusement, il ne reste plus qu'un seul moyen, c'est le dernier, c'est la transplantation d'organes. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie du cœur, son médecin l'a soigné de diverses façons, il a tout essayé, le traitement médical, le traitement chirurgical, ça n'a pas réussi. Donc, le seul et dernier moyen, c'est la transplantation. Le receveur doit donner son consentement en présence de 2 témoins et du médecin chef de service qui l'a admis. C'est la même chose. Le receveur doit aussi être consentant. On ne doit pas l'obliger à avoir un organe. Le consentement d'un mineur ou d'un incapable majeur est donné bien sûr par le tuteur légal. Alors, pour le prélèvement sur une personne décédée, tout à l'heure on a parlé d'une personne vivante qui donne son consentement, qui est un consentement qui est éclairé et sans contrainte. Et là, on va parler de la personne décédée. Donc, ce type de prélèvement nécessite un intérêt thérapeutique ou scientifique. C'est-à-dire, on enlève un organe pour le greffer chez quelqu'un d'autre, ou bien intérêt scientifique, ou même judiciaire, enlever un organe pour rechercher la cause de la mort. Alors, donc, l'intérêt scientifique donc le prélèvement se fera dans l'intérêt de la science pour établir un diagnostic, ou bien la cause de la mort, c'est l'autopsie scientifique. Pour l'intérêt thérapeutique, il se fait dans l'intérêt de la santé d'un tiers, c'est-à-dire qu'on va enlever l'organe du corps de la personne décédée pour le greffer sur une personne qui en a besoin. Alors, mais quand on enlève un organe, il faut savoir que le patient ou la personne qui est décédée doit être en état de mort clinique ou bien de mort encéphalique, c'est-à-dire qu'il y a un coma dépassé, la personne ne peut plus se réveiller et c'est une bonne candidate au prélèvement d'organes. Mais bien sûr, le ou les prélèvements ne peuvent être effectués qu'après la constatation du décès. Alors, pourquoi ? Pour déclarer la personne décédée, il faut un constat de décès précoce. Et ceci pour augmenter les chances de réussite de la transplantation de l'organe qui est en relation avec le délai entre la mort et le prélèvement. Le prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible après le décès. Alors, si la personne présente un arrêt cardio-respiratoire prolongé, il faut une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et une absence totale de ventilation spontanée. Là, on fait l'épreuve de l'hypercapnie, c'est-à-dire qu'on va débrancher le respirateur et on va voir s'il y a une reprise ou non de la ventilation spontanée. Donc, il y a plusieurs examens à faire avant de déclarer que la personne qui est en état
dans un coma dépassé, on va la déclarer décédée. Et il faut savoir que c'est très difficile pour la famille. Pourquoi? Parce que voir un de leurs proches sous le respirateur, pour eux, c'est une personne qui est toujours vivante, qui respire. Il y a les mouvements respiratoires, il y a les battements cardiaques, mais c'est une personne qui est en état de mort encéphalique, qui ne peut plus revenir à la vie. Donc, si la personne cliniquement décédée est assistée par ventilation artificielle et conserve un état hémodynamique, il faut l'absence de respiration spontanée, vérifiée par une épreuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, une épreuve d'hypercapnie. Les 3 critères précédents doivent être constatés. Voilà, donc les réflexes, etc. Et 2 EEG plats et A réactif effectués à 4 heures d'intervalle, avec une durée d'enregistrement de 30 minutes, ou bien une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. Voilà, donc pour pouvoir dire ou déclarer le décès d'une personne cliniquement décédée, voilà, donc le décès réel et la mort réelle est définitive, il faut donc une absence de respiration spontanée, vérifiée par cette épreuve d'hypercapnie, c'est-à-dire qu'on va enlever le respirateur et attendre, voir s'il n'y a pas de reprise de la respiration. Et puis il faut aussi ces 3 critères-là, l'absence de conscience et d'activité motrice spontanée. Il faut faire un examen neurologique avec abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Et puis 2 EEG plats et A réactif effectués à 4 heures d'intervalle avec une durée d'enregistrement de 30 minutes. L'enregistrement doit durer au moins 30 minutes. Ou bien on peut utiliser une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. Voilà, donc au bout de tous ces examens cliniques et neurologiques, on peut déclarer le décès. Alors, les modalités de réalisation des prélèvements. On a les articles 356, 363 et 366 de la nouvelle loi sanitaire. Les prélèvements et les transplantations ne se font que par des médecins et au niveau des hôpitaux autorisés par le ministère concerné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un prélèvement dans n'importe quel hôpital. Voilà, donc il y a des hôpitaux qui ont qui sont habilités par le ministère, bien sûr le ministère de la Santé, à effectuer des prélèvements et des transplantations d'organes. Et puis, deuxième modalité, la gratuité des dons est de principe. On ne peut pas vendre ou bien acheter un organe. C'est pour ça que ça s'appelle don. On va les donner. Ensuite, l'anonymat entre donneur et receveur. C'est pour éviter, bien sûr, toute tentative peut-être financière, etc. Elle est de principe aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Au sein de l'hôpital, une commission médicale décide la nécessité du prélèvement et de la transplantation. Bien sûr, ça va... le dossier du patient va passer par cette commission qui va décider si ce patient nécessite une transplantation d'organes. Et puis les prélèvements d'organes sur un sujet décédé ne sont autorisés qu'après constatation médicale de la mort. Elle se fait avec, bien sûr, en présence de 2 médecins et d'un médecin légiste. Si, de son vivant, le sujet a exprimé par écrit son opposition au prélèvement, ou si le prélèvement entrave l'autopsie médico-légale ou médico-judiciaire, celui-ci est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer outre la volonté du patient. De son vivant, il a dit, et il a mis par écrit, je refuse de donner mes organes après ma mort. Là, le prélèvement est interdit. Et bien sûr, par exemple, la personne décédée, le donneur, fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et là, l'autopsie médico-judiciaire est souhaitable, elle est indiquée, donc le prélèvement ne peut pas être effectué. Ensuite, le prélèvement de rein ou de cornée peut être effectué sans délai, sans accord, si le délai entraînerait la détérioration de l'organe ou si l'état de santé du receveur l'exige. Cette urgence est constatée aussi par la commission médicale. Le médecin ayant certifié le décès ne doit pas participer ni au prélèvement ni à la transplantation. Et puis des règles sanitaires doivent être observées, dépistage des maladies transmissibles, sida, hépatite, etc. pour voir si on doit exclure le donneur. Après prélèvement, le chirurgien doit procéder à la restauration. C'est-à-dire, bien sûr, il faut respecter toujours la dignité du corps humain.
On doit restaurer ce corps pour le remettre à sa famille dans de bonnes conditions. Alors tout ça, toutes ces modalités, vous pouvez bien sûr les revoir en téléchargeant ou en recherchant sur Internet la nouvelle loi sanitaire. Vous allez les trouver avec plus de détails. Le don de sang, il y a l'article 368 de la loi sanitaire, la nouvelle loi sanitaire, qui stipule que le don de sang doit être précédé d'un entretien médical avec le donneur dans le respect des règles médicales. L'information du donneur en matière de don de sang doit s'effectuer avant et pendant le prélèvement du sang. L'article 369, le donneur de sang doit être âgé de 18 ans au moins et de 65 ans ou plus. Toutefois, les prélèvements de sang peuvent être effectués à tout âge pour des raisons thérapeutiques ou diagnostiques. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Il faut savoir que la médecine a évolué d'une façon extraordinaire, c'est vrai. Arrivé à un moment où on peut remplacer des organes défectués par d'autres organes qui sont donnés, on va dire, bien sûr, parce que c'est un don, par des personnes vivantes ou bien décédées. La personne vivante doit donner son accord par écrit devant témoin qu'elle donne, et après information bien sûr, qu'elle donne son organe en toute transparence et sans contrainte. Bien sûr, si l'état de santé du donneur le permet. Pour le donneur décédé, s'il a de son vivant mis par écrit son l'opposition au don d'organes, bien sûr, le prélèvement est interdit. Alors, ça c'est pour le donneur. Le receveur aussi doit donner son consentement, comme quoi il est d'accord pour recevoir tel ou tel organe. C'est le consentement aux soins aussi. D'accord ? Donc, le don d'organes est un don, on parle de don, donc il est gratuit, complètement gratuit. Il faut respecter l'anonymat entre donneur et receveur. Et puis, il faut respecter les articles de loi, bien sûr, sans oublier la dignité de la personne décédée, qui est en état de mort encéphalique, sa dignité et la dignité de sa famille. Il faut expliquer aux membres de la famille que c'est une personne qui est décédée, même si elle respire artificiellement. Et c'est très délicat, très difficile de comprendre ça. Parfois, la personne a du mal à imaginer que son père ou sa mère ou son enfant sont morts alors qu'ils respirent toujours. Donc, c'est le rôle du médecin d'expliquer tout ça avec des termes clairs et bien sûr d'avoir de l'empathie pour la famille de cette personne en état de mort encéphalique. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine fois. Bon courage.